vice-présidente de l'Ordre, et à Maître Jean-Christophe Sibert de nous rejoindre pour la séquence J'y crois, j'y crois pas. Donc une séance potentiellement critique, mais les critiques peuvent être autant positives que ne pas l'être. En parlant bien fort pour que tout le monde effectivement puisse vous entendre. Ok. Alors, nous incombe la lourde tâche de reprendre après cette grande claque qu'on vient d'avoir. Donc on va essayer de le faire très modestement. D'ailleurs, on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc j'y crois, je n'y crois pas, pour refléter à la fois, ce titre, pour refléter à la fois l'enthousiasme et les doutes que pouvait susciter l'application de l'IA générative dans nos pratiques modestes respectives. Donc pour ma part, préparer ce colloque a été l'occasion de prendre conscience de la réalité de l'IA comme un outil déjà opérationnel dans de nombreux secteurs de l'acte de bâtir. Donc une réalité qui s'impose avec l'enthousiasme suscité par la puissance de l'outil, mais également des doutes sur la capacité de notre profession à l'exploiter en toute maîtrise dans un espace-temps qui s'accélère avec cet outil. La profession d'architecte s'exerce le plus souvent dans de petites à très petites structures. On est loin effectivement du modèle MDRDV, puisque en 2020, donc quelques chiffres, 65% des entreprises employeuses en agence d'architecture ont un effectif de 1 à 2 personnes, 19% de 3 à 5 personnes et seulement 2% de plus de 20 personnes. Donc voilà, il y a un gros écart avec ce qu'on vient de voir, effectivement. Donc quelle place pour l'IA générative dans ces structures, un hyper-outil ou alors un alter-architecte? Il faut que je passe les diapos en même temps, ça se fait pas tout seul. À cette heure, la part des tâches administratives dans les agences d'architecture semble être à leur paroxysme, bien qu'à géométrie variable selon l'organisation des agences. Constitution des pièces du contrat, constitution des dossiers d'appel d'offres de maîtrise d'œuvre, rédaction des différents comptes rendus de réunion et leur multiplication, correspondance, rédaction des dossiers de consultation des entreprises, et j'en passe. La part de conception spatiale occupe finalement peu de temps et la perspective que celle-ci bénéficie du gain de temps ménagé par l'utilisation de l'IA ne peut que nous séduire et pour nous recentrer sur notre spécialité. L'utilisation de l'IA générative dans le cadre de l'automatisation de ce type de tâches suppose de mettre au point des documents types à lui soumettre, documents par ailleurs que toute agence un peu structurée ou désireuse de l'être a déjà mis en place. Donc l'IA peut, à mon sens, constituer une assistance et surtout une opportunité d'amélioration des process internes, une dynamique dans la démarche qualité. Oui, alors pour ma part, je vais être très honnête avec vous, je n'y connais rien. Donc tout ce que je vais dire n'engage que moi et encore, c'est la limite de mon intervention. Je n'y connais rien et je n'ai aucun goût pour l'informatique, donc aucune curiosité. Alors j'ai été très impressionné par les premières interventions où j'ai appris beaucoup de choses. Au bout de 5 minutes, j'étais un peu perdu, très honnêtement. Et j'ai vite compris, quand on a organisé le colloque, qu'en réalité on me demandait de de jouer le rôle du professionnel un peu vieillissant, qui était dépassé par l'évolution technologique, voire un peu réac, c'est-à-dire très conservateur, et donc il fallait critiquer. Donc c'est un rôle de pure proposition, vous l'avez parfaitement compris. Je vais essayer de m'y atteler en laissant quand même peut-être un petit espoir à nos professions respectives. Alors juste en termes d'introduction, on a eu un nouveau pape récemment, Léon XIV, qui a expliqué à ses cardinaux pourquoi il avait choisi Léon XIV, parce qu'il comptait s'inscrire dans la continuité de Léon XIII, qui était le pape de la Révolution industrielle, qui avait mis en place la doctrine sociale de l'Église. Et le nouveau pape Léon XIV a considéré que face à une nouvelle révolution, qui est la révolution numérique,
il était opportun de s'inscrire dans la continuité de Léon XIII. Donc même à Rome, où l'échelle du temps est quand même assez longue, où on vise quasiment l'éternité, voire l'éternité, enfin, c'est quand même le principe, on s'est attaché, on a conscience du problème. Donc pour les avocats, comme j'ai pas beaucoup d'idées sur la question, j'ai interrogé bêtement ChatGPT, qui m'a répondu que c'était un outil magique, puisqu'il allait permettre l'automatisation des tâches répétitives, des gains de temps et de productivité, une amélioration de la précision, la prévision des issues judiciaires, alors ça on est tous preneurs, une aide à la gestion du cabinet, l'accessibilité accrue au droit. Donc tout ça semble quand même relativement convenu, j'allais dire. On y a tous réfléchi nous-mêmes, hein. C'est évident que en tant qu'outil, c'est comme ça que je l'appréhende, en tant qu'outil, l'intelligence artificielle va nous permettre sans doute de nous détacher de tâches assez répétitives, à faible valeur ajoutée. Ceci étant, faut, à mon avis, pas perdre de vue que certaines de nos tâches répétitives à faible valeur ajoutée permettent une bonne compréhension des dossiers, des enjeux. Je pense notamment aux pièces, les pièces dans le domaine de la construction où on gère des kilos et des kilos de pièces. Moi, je les imprime encore. Je me fais tenser par mon assistante, mais j'ai besoin d'avoir les pièces papier sur mon bureau pour. J'ai une mémoire assez visuelle et j'ai du mal à l'écran à me souvenir des pièces. Et à un moment donné, sous-traiter la prise de connaissance des pièces à un logiciel, à une intelligence artificielle, j'ai quand même le sentiment qu'on perd une partie de la connaissance du dossier. Et sur des dossiers construction qui durent des années, voire des dizaines d'années, enfin une dizaine d'années, c'est quand même assez fréquent, on a quand même une certaine facilité, enfin, moi je trouve, à se souvenir, on a une petite case dans le cerveau, où on se souvient que dans telle pièce, on a vu ça, et ça, il va falloir s'en souvenir pour toute la durée du dossier, parce que ça va être utile. Et quand on sous-traite un logiciel, j'ai quand même le sentiment qu'on perd une partie de la connaissance du dossier. Donc c'est un peu, me semble-t-il, la limite de ces prévisions magiques de l'intelligence artificielle. Après, on peut évidemment l'aide à la gestion du cabinet, l'accessibilité, la recherche, l'accessibilité accrue au droit sont des évidences. Et puis les tâches répétitives, oui, c'est une évidence que l'intelligence artificielle va nous aider à nous détacher de certaines tâches peu intéressantes. Alors, c'est là où le saut MVRDV va être énorme. Donc, au regard de la complexité de l'élaboration d'un projet d'architecture, effectivement, on peut aussi utiliser l'IA comme hyper assistant à la conception du projet. En amont, synthèse du cadre réglementaire, des éléments programmatiques et contextuels, des normes de construction. Mais effectivement, ça soulève en creux l'investissement économique pour l'agence, nécessaire pour accéder à ces outils spécialisés et des données fiables. Économique par l'accès à ces outils et puis par le temps à y passer d'acquisition quand on ne l'a pas fait depuis longtemps sur le long terme. Là, on doit faire un rattrapage immédiat. L'utilisation de l'IA pour la mise en forme des rendus de projet, effectivement pour présentation aux clients, paraît aussi pertinente, avec un gain de temps pour habiller, transformer des plans techniques vers des plans de communication. Donc la taille critique moyenne des agences d'architecture ne permet pas forcément actuellement des embauches spécialisées du fait du volume d'affaires et de la nécessaire polyvalence de chaque collaborateur. Avoir un économiste en interne, c'est pas forcément
facilement accessible, voilà, dès qu'on veut se développer un petit peu. Donc on peut se dire qu'un outil faisant office d'hyper-secrétaire, hyper-assistant administratif, hyper-économiste, hyper-assistant projet, hyper-dessinateur, hyper-tout, quoi, paraît une bénédiction pour développer son activité plus rapidement. Mais c'est vrai que on peut s'interroger sur le risque d'un exercice de plus en plus solitaire sur notre tissu de petites agences déjà. Et puis aussi notre questionnement sur notre responsabilité vis-à-vis de l'emploi et la transmission en fait, des connaissances à des jeunes qui peuvent se former par l'exécution de certaines tâches dans les agences. Du point de vue de la conception spatiale, on peut imaginer effectivement une grande palette d'applications pour une agence, peut-être plus réduite que ce qu'on a vu. L'IA générative pourrait par exemple permettre à des skis de tester très rapidement et simplement des idées par leur modélisation. Elle le permet apparemment, j'ai découvert ça. Qu'elle soit utilisée comme aide à la créativité pour explorer un plus grand nombre de pistes de scénarios ou comme médium de présentation et d'échange avec le client, avec effectivement l'exemple de concertation aussi, et des modifications qui peuvent être élaborées quasiment en direct. On peut imaginer, j'ai l'impression qu'on y est presque, effectivement, que sur la base du croquis réalisé à la main, des croquis qu'on fait parfois de manière rapide et instinctive, parfois aussi, pourquoi pas en direct auprès du client, on pourrait générer des modèles immédiats, donc peut-être revalorisant finalement ce qu'on pouvait identifier comme l'intelligence de la main, cet instinct direct vers le crayon. Et l'expression personnelle. Alors la question c'est effectivement, est-ce que ça fera de nous des hyper-architectes, cette prolongation par l'intelligence artificielle. Et le corollaire à cette question, c'est est-ce qu'il y a d'autres utilisateurs qui pourront être des hyper-architectes si nous, on a accès à ces outils spécialisés et qu'on les nourrit de nos données, rien n'empêche effectivement un maître d'ouvrage structuré, un constructeur, un promoteur, d'y avoir également accès et de les exploiter. Donc la production de projets de construction simplifiée grâce à l'outil augmente aussi probablement notre exposition au risque de la signature de complaisance et peut réalimenter les critiques sur le monopole de la profession. Oui, pour les avocats, j'y crois. Il faut bien répondre à cette question. Donc, j'ai encore interrogé mon nouvel ami qui m'a expliqué que oui, c'était très intéressant puisqu'on allait pouvoir se concentrer sur les tâches, les prestations à forte valeur ajoutée, ce qui est toujours une perspective réjouissante pour nous. Et parmi les prestations à forte valeur ajoutée, il m'a été répondu le conseil stratégique personnalisé, donc la compréhension fine du contexte juridique, économique et humain du client, alors que l'intelligence artificielle parle du contexte humain, ça m'a assez surpris, mais c'est plutôt une bonne chose. L'élaboration de stratégies juridiques complexes, adaptées à des situations uniques, l'anticipation des risques et opportunités au-delà de l'application stricte du droit. En deuxième tâche à forte valeur ajoutée, alors là je suis un peu plus sceptique, la plaidoirie. Bon, ne le répétons pas, mais on nous demande de plus en plus de ne pas plaider, donc, ou alors de plaider en 5 minutes et en nous expliquant que de toute façon le tribunal a déjà tout compris. Bon, de temps en temps on a quand même le sentiment de pouvoir faire passer un ou deux messages quand on plaide, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors c'est sûr que l'intelligence artificielle ne nous remplacera pas si cet exercice subsiste à l'encombrement des tribunaux. La négociation, donc la conduite bien sûr des négociations, la compréhension toujours fine des enjeux humains et psychologiques, la création de solutions juridiques sur mesure. Il m'a également été répondu la création et la supervision de contenus juridiques complexes,
Ensuite, l'éthique, la déontologie, la responsabilité. Alors sur la responsabilité, là j'y crois, on aura peut-être moins de sinistres en matière de responsabilité professionnelle si, si l'intelligence artificielle donne des solutions plus accessibles à tous. Et la relation client qui demeurera un élément essentiel de notre profession. Et en fait, on s'aperçoit que toutes les tâches à forte valeur ajoutée sont celles où la relation humaine est importante. Et donc là, je crois qu'effectivement, on pourra peut-être plus se concentrer sur ces questions-là. Alors, j'y crois ou pas. Donc là, je ne m'appuie pas forcément sur des données quantifiées, mais c'est vrai que la nature des projets traités au sein d'une agence d'architecture, même spécialisée dans un domaine, parle en connaissance de cause, étant dans le patrimoine, donc la nature des projets peut être très diversifiée, que ce soit par le commanditaire, le programme, le contexte, la taille et les compétences nécessaires pour la mener. Donc, malgré des grandes familles, les projets sont toujours du cas par cas, c'est du sur-mesure qui mobilise une créativité toujours renouvelée pour s'adapter. Et c'est bien la capacité d'adaptation qui est centrale en fait, dans l'exercice de notre métier, et ce à toutes les phases du projet. Donc polyvalence, adaptation, créativité. C'est vrai qu'on peut être un petit peu dubitatif sur la capacité d'une intelligence artificielle qui pourrait vraiment combiner toutes ces qualités. Avant d'atteindre en plus toutes ces capacités avec un seul outil ultra performant, on va aussi vers une multiplication d'outils et la question de leur renouvellement qui seront une étape inévitable pour les agences et puis onéreuse. La structure de notre tissu peut aussi constituer un frein en fait, au développement de ces outils sur la capacité nous-mêmes à les utiliser. Et enfin, effectivement, un fossé pourrait se créer entre des petites et des grosses agences avec en toile de fond la question de la survie dans un contexte forcément concurrentiel. Donc après, l'autre volet, c'est effectivement si l'IA générative a sa place dans le processus des études, une autre spécificité de l'acte de construire, c'est le passage d'une architecture de papier, une architecture matérielle concrète, à une architecture matérielle et physique. Si on fait un focus sur la réhabilitation, au regard des enjeux écologiques, cette part de l'exercice est en constante augmentation par rapport à la construction neuve. Donc, voilà, ça me paraissait être un sujet intéressant. La question de la spécificité du projet y est évidente, de sur-mesure. Et l'appréhension de la réalité concrète d'un bâtiment existant ne peut, quand même, à mon sens, ne se faire que par une expertise humaine. Alors, on part dans un projet de réhabilitation de la traduction abstraite de données concrètes. Ça, on le fait au démarrage des études, parce qu'on rentre quand même les choses sur la machine un petit peu. On a des outils effectivement qui existent pour relever du bâtiment. Actuellement, un scan 3D ne permet pas de produire des plans détaillés sur le plan constructif. Ça donne une image, les volumes, la spatialité, mais sur le plan constructif, on va avoir besoin de le recouper avec des informations sur la page d'observation de différents points de vue, de sondages qu'on aura préconisés, qu'on aura fait réaliser et puis et recoller aussi dans nos données. Il y a des outils très performants avec le scan 3D qui permet aussi d'analyser des désordres qui sont effectivement invisibles à l'œil nu. Donc ça peut être effectivement très intéressant, des déformations,
les déperditions thermiques, voilà. Mais il reste toujours ce travail de synthèse. On espère un jour qu'il y ait effectivement un seul équipement qui nous livre tout seul le plan, la maquette 3D et le diagnostic du bâtiment existant. On peut encore élargir l'étude de l'existant à son contexte géographique, paysager, mais également historique, sociologique, contexte dont l'analyse, l'appréciation en fait s'expérimente également physiquement, au-delà des données qu'on peut collecter, par l'arpentage d'un site, l'observation, la collecte de témoignages, la consultation d'archives matérielles. Aujourd'hui, il me semble que, outre la méthode, l'intuition et l'expérience guident l'architecte dans ses investigations pour la compréhension du bâti. C'est ensuite que les données recueillies peuvent être analysées et retranscrites numériquement pour passer d'une réalité concrète à un espace virtuel qui doit être le plus fidèle possible. Le développement du projet de réhabilitation doit par ailleurs à tout moment pouvoir être vérifié, confronté à la réalité du bâtiment pour anticiper le passage à l'exécution. Alors c'est vrai en réhabilitation, c'est vrai aussi en construction neuve. Le projet sera nécessairement confronté à la réalité matérielle du chantier. Pendant le chantier, l'architecte est le garant de la cohérence des allers-retours entre conception abstraite et mise en œuvre concrète, capable d'analyser et intégrer la situation et d'adapter le projet en cas d'aléa. Le point de vigilance donc, pour une agence est de continuer à former ses collaborateurs à la réalité concrète du chantier pour s'assurer d'une conception réaliste et réalisable. Enfin, l'utilisation et le développement de l'IA générative sont annoncés comme, c'est vrai, enfin, c'est déjà une révolution, semble-t-il, en marche dans nos pratiques, mais parfois comme une menace pour la profession d'architecte. On nous avait annoncé plusieurs autres révolutions qui ont été déjà absorbées et leurs outils adoptés. La modélisation 3D, le BIM. Alors, ils ont contribué à l'évolution de nos méthodes de conception, mais ils n'ont pas conduit à notre disparition. Donc, c'est quelque chose de très positif. On voit comment ça peut être intégré dans une plus grosse agence. En tout cas, ce qui démontre que la nature d'outils de l'IA n'a jamais été mise en doute. Enfin, la nature de ces outils-là précédents n'ont pas été mis en doute, donc on peut se dire que l'IA, on peut, je pense, sereinement penser que ce sera rien d'autre qu'un hyper-outil qu'il faut adopter. Alors qu'il faut adopter, de toute façon, je pense qu'on n'aura pas le choix. Il va s'imposer à nous. Moi, la question que je me suis posée, alors c'est pas que j'y crois pas, parce que j'y crois ou que j'y crois pas, à la limite, peu importe, mais est-ce que ça constitue réellement un progrès pour nos professions et d'une façon plus générale, parce qu'on va élever le débat, pour l'humanité dans son ensemble. Et donc, progrès ou appauvrissement, sur un plan économique, est-ce que le recours, qui sera de plus en plus important, je ne vais pas dire systématique, mais de plus en plus important, à des aides liées à l'intelligence artificielle qui vont nous faire gagner en productivité, je pense que nos clients ne sont pas dupes et sauront à un moment donné que le document qui est sorti en 5 minutes par une intelligence artificielle sur le droit moral de l'architecte, tel que ça nous a été montré à titre d'exemple tout à l'heure, et ben, ça ne vaut pas forcément ce qu'on facture aujourd'hui. Donc le gain de productivité, à mon avis, je ne vais pas dire que c'est un faux problème, c'est une vraie question en tout cas, et se posera la question de la répartition de ce gain de productivité. Je ne pense pas qu'on va garder 100% du gain de productivité dans nos structures, dans nos métiers. Sur le plan humain, est-ce que c'est un progrès ou un appauvrissement ? Si on automatise, grâce à des logiciels, certaines tâches,
on va sans doute avoir besoin de moins de petits bras, hein, je dis ça sans caractère péjoratif, d'autant plus que moi j'ai beaucoup de plaisir, alors c'est peut-être pas réciproque, mais j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec mon assistante, avec les gens qui sont salariés au cabinet, et je me vois mal passer ma journée devant mon ordinateur à discuter avec le ChatGPT et prendre un café avec le ChatGPT. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc voilà, là j'ai un vrai doute sur l'intérêt, en tout cas sur la conséquence. Appauvrissement intellectuel, j'ai quand même le sentiment que, alors je vais pas être, comment dire, correct, enfin je vais peut-être choquer, mais il y a quand même une tendance à aller à la facilité, pas dire à la fainéantise, mais aller à la facilité, et qu'à partir du moment où on peut sous-traiter la réflexion à des outils externes qui prennent 3 minutes plutôt que de passer une matinée à réfléchir sur un sujet, la condition humaine fait qu'on aura tendance toujours à aller vers cette facilité-là. Et ma crainte, alors j'y connais strictement rien, mais ma crainte, c'est qu'on arrive quand même à des solutions uniformisées à terme, en tout cas sur des IA ouvertes, hein, qui sont pas fermées, et à un nivellement des niveaux. Alors comment on va gagner nos dossiers si les interserves font plus d'erreurs? Ça va être compliqué. Donc ça c'est une vraie question. Et moi j'ai des clients qui travaillent beaucoup, des grands groupes, hein, qui travaillent beaucoup sur des IA fermées, et je vois notamment dans les appels d'offres, les mémoires techniques qui sont remis lors de consultations sont générés par des IA qui sont fermées et qui sont alimentées par tous les mémoires techniques qu'ils ont pu établir auparavant. Alors c'est possible sur des groupes où il y a 120 000 personnes qui travaillent. La petite PME, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, c'est une vraie question. La perte du lien avec les professionnels et même les clients, je pense que c'est également une question. Experts, confrères, magistrats, et les clients, on commence à avoir des clients qui passent à la moulinette tout ce qu'on leur envoie dans des IA et qui nous expliquent qu'il ne faut pas faire comme ça, il faut faire autrement. Alors quand ils allaient sur Internet, ils se trompaient dans 100% des cas, donc c'était assez simple de leur répondre. Ça devient un peu plus compliqué. Alors ça force à connaître son dossier. Pas la peine d'arriver les mains dans les poches à un rendez-vous quand le client a ce type de pratique, mais ça pose une vraie question de confiance, de lien de confiance entre le conseil et son client. À partir du moment où le client vérifie tout derrière, qu'il a du mal à interpréter la réponse qui lui est donnée d'ailleurs, ça pose une vraie difficulté. Et je pense que là, on arrive un peu à la limite du système. Alors, au-delà de cette question progrès ou appauvrissement, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça rend plus intelligent? Je parle pour moi, hein, parce que j'ai beaucoup de marge de progression, donc c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Alors, comme je n'y connais rien, je me suis retourné vers le passé et j'ai essayé de prendre quelques exemples de révolutions technologiques qu'a connues l'humanité, parce qu'on a quand même un peu d'antériorité sur les révolutions technologiques, et j'ai pensé à l'écriture, l'imprimerie et Internet. Donc l'écriture, alors vous avez tous reconnu, c'est pas moi qui ai dessiné, hein, c'est pas l'IA non plus, c'est une fresque de Raphaël, c'est l'école d'Athènes, au musée du Vatican. Quand l'écriture est apparue, ça a donné lieu à des débats intellectuels passionnants. À l'époque, moi j'y étais pas, hein, je suis le contraire vieillissant, je n'ai pas connu ça. Ça a donné lieu à des débats intellectuels importants et repris par Platon, donc élève et disciple de Socrate, dans Phèdre, où Platon fait parler Socrate et sur l'écriture, et la conclusion de Socrate, c'est en effet: ils laisseront à ces caractères étrangers le soin de leur rappeler ce qu'ils auront confié à l'écriture et n'en garderont eux-mêmes aucun souvenir. L'écriture, c'était la perte de la mémoire. Dans une société où la tradition était orale, le risque pour les intellectuels à l'époque, et donc les philosophes, c'était la perte de la mémoire. Alors cette perte de la mémoire, elle n'est pas arrivée, parce qu'on a toujours une mémoire, heureusement. Au contraire, l'écriture a même permis de conserver des œuvres qui auraient sans doute été perdues. Je pense à Homère, hein, l'Iliade et l'Odyssée, qui est tout ça, ce qui ne serait sans doute pas arrivé.
Donc l'écriture, ça n'a pas été une révolution qui a modifié la façon de penser. Hein, c'est une révolution qui a permis de structurer sans doute la façon de penser, mais qui n'a pas modifié la façon de penser. L'imprimerie, alors l'imprimerie, j'allais dire, c'est une fausse révolution. Sur la révolution intellectuelle, on a une vision du Moyen-Âge qui est qui est souvent assez caricaturale. La révolution intellectuelle a eu lieu au Moyen-Âge avant l'invention de l'imprimerie, et l'imprimerie a plus répondu à un besoin qu'elle a créé en elle-même cette révolution intellectuelle. Hein, je pense aux universités. Les universités ont été créées au Moyen-Âge, à l'université de Toulouse, qui est la doyenne des universités françaises, 1229, c'est ça. Donc avant la Sorbonne, 1257, et parce qu'il y avait une révolution intellectuelle au Moyen-Âge et le savoir avait besoin de se diffuser, ça a permis la création, enfin l'invention de l'imprimerie qui a été lente. Hein. J'ai pas ça en tête, oui, 180 exemplaires, la Bible de Gutenberg, c'était quand même pas des tirages, c'est pas Guillaume Musso aujourd'hui. Hein. Donc la diffusion était quand même assez limitée. Et on diffusait plus de documents avec des copistes dans les monastères qu'à l'imprimerie, au début de l'imprimerie. Donc là encore, l'imprimerie, les conséquences de l'imprimerie, ça n'a pas été une modification de la façon de penser, mais une structuration. Ça a conduit à la syntaxe et à l'orthographe, à émettre des règles précises. Et une petite conséquence qui nous permet peut-être de nous projeter, je me raccroche aux branches, hein, de nous projeter à notre sujet d'aujourd'hui, c'est que les copistes et les scribes à l'époque se sont concentrés, puisqu'ils ne recopiaient plus des livres, des manuscrits, se sont concentrés sur des tâches plus spécifiques liées notamment à la rédaction d'actes juridiques, donc des tâches à valeur ajoutée. Après l'imprimerie, un petit bond dans le temps, Internet. Alors c'est pas mon PC, je vous rassure. Ça aurait pu. Non, j'ai des associés qui me poussent. Donc Internet, ça a été une vraie révolution en termes de diffusion, de diffusion d'informations, dans tous les sens du terme d'ailleurs, de bonnes informations, de mauvaises informations, de facilité de diffusion. Donc dans Internet, on trouve de tout, et c'est sans doute une difficulté d'ailleurs. Il faut être capable de faire le tri. Et ce qui m'a, en regardant un petit peu le sujet, ce qui m'a surpris, c'est que des études notamment de neurologues les ont amenés à constater qu'avec l'utilisation d'Internet, il y avait une vraie modification de la façon d'appréhender la connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment dans les jeunes générations, aujourd'hui, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est la façon d'y arriver. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire une recherche sur Internet se souvient mieux du chemin d'accès pour arriver au résultat qu'il cherchait que le résultat en lui-même. Donc c'est plus la connaissance qui prime, mais c'est vraiment la façon d'acquérir la connaissance. Et je pense que l'intelligence artificielle, on nous a expliqué le prompt, si j'ai bien compris, qui est là vraiment le point d'entrée essentiel. L'intelligence artificielle nous amène à ce type peut-être de dérive que moi personnellement, je dis de dérive, de conséquences que moi personnellement je regrette parce que la connaissance c'est quand même important. Donc j'y crois pas, je pense que c'est un point négatif, en tout cas sur ce plan-là. Alors il y a quand même un peu d'espoir sur les relations humaines. Je pense que ce qui nous permettra, peut-être ce que nous permettra l'intelligence artificielle, c'est de nous recentrer sur la relation fondamentale qui est la relation avec le client. Peut-être de plus déjeuner avec eux, en fait de moins en moins de déjeuner, peut-être qu'on aura plus le temps de le faire, ce qui serait une bonne chose. Donc je vous ai cité Saint-Exupéry, parce que ça plaît à tout le monde, donc je n'ai pas pris grand risque. La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes, il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines. Donc c'est la citation hyper connue, mais je pense qu'on est vraiment dans ce type d'enjeu. Et une citation qui est un peu moins connue, Jacques Perret. Alors pour les architectes, ça n'a aucun lien de parenté avec Auguste Perret. Hein. C'est un écrivain qui était proche de Antoine Blondin, pour ceux qui connaissent le Saint-Jean d'hiver, Europe buissonnière, etc. Et Jacques Perret, c'est vraiment un écrivain qui était
très attaché à la valeur de l'homme, très attaché à la liberté et à l'indépendance d'esprit. Et dans le Caporal épinglé, il raconte son passage en Allemagne quand il était prisonnier de guerre, enfin son enfermement en Allemagne, où il a fait 5 tentatives d'évasion. Et lors d'une énième tentative, il est repris, il est mis en prison, dans une prison civile en Allemagne avant de retourner dans Kunststalag. Il regarde les graffitis sur les murs, et dans son livre, il y a cette phrase que je trouve assez extraordinaire. Il n'y est jamais rien de plus important que les vestiges de l'homme. Les chutes du Niagara, c'est quelque chose, mais la petite tête de bison au tournant de la grotte, ça, c'est quelqu'un. Et j'espère que l'intelligence artificielle nous permettra toujours d'admirer la tête de bison au détour de la grotte, en se disant, mais c'est quelqu'un qui a fait ça, et quelqu'un qui m'a précédé, et c'est ça qui est touchant. Et ne me posez pas de questions.